La vie avant tout, une émission proposée par Dominique Vachalde en compagnie du père François Dominique. Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission La vie avant tout. Bonjour Dominique. Bonjour mon père et bonjour Michel et bonjour à chaque auditeur. Bonjour. Donc, nous nous retrouvons donc pour continuer notre émission sur le thème de Tugdual Derville, se soigner sérieusement. Et donc aujourd'hui, nous avons une invitée de marque avec nous, Alexandra Henrion-Caude. Merci beaucoup mon père. Effectivement, nous avons énormément de chance de recevoir Alexandra aujourd'hui. Tout ça grâce à Michel qui est avec nous aussi. Et on va débattre d'un sujet qui est très important, comme nous le suggère le livre de Tugdual au chapitre 63, se soigner sérieusement. Donc, je rappelle que notre thématique est bienveillante dans l'objectif d'éclairer un maximum nos auditeurs. Et on a eu la chance, et on pourrait dire même la divine providence, d'avoir Alexandra sur notre route, puisqu'avec beaucoup de respect pour ses compétences techniques et scientifiques et beaucoup d'estime pour ses aspects humains, c'est vraiment quelqu'un de remarquable et vraiment, merci mon Dieu de l'avoir mis sur notre chemin. Mais je vais laisser Michel, qui la connaît très bien et qui a en même temps une approche à la fois lui aussi scientifique et en même temps dans le domaine du pharmaceutique, pour nous dire quelques mots sur Alexandra avant de l'écouter. Merci beaucoup Michel. Oui, domaine pharmaceutique. En effet, j'ai le bonheur de la connaître. En effet, et nous avions fait connaissance par des courriers, par des conversations téléphoniques liées à cette situation sanitaire. Il est vrai que j'avais eu des contacts de haut niveau scientifique également lorsque je faisais fonction de la commission médecine et santé de l'organisation des Nations Unies. Et il s'avère que c'est une personne de très grande compétence. Et il est vrai que sur ces prises de position qui peuvent sembler dissonantes, avant de citer quelques titres incontestables, ce sont surtout ses qualités de cœur, sa bienveillance qui porte son action. Et parfois, on inverse les choses. C'est parfois l'ego qui porte les compétences, et ce, au détriment parfois des populations. Alexandra Henrion-Caude a un engagement de cœur bienveillante et ça fait la différence. C'est pourquoi cette voix dissonante fait qu'elle n'est pas toujours bien comprise, parce qu'elle a un vrai altruisme dans cette bienveillance. Et en cela, c'est une femme d'une compétence, haute compétence, puisque les directeurs d'unités de recherche, que ce soit du CNRS ou de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, elle a été directrice de recherche, donc chercheuse émérite aujourd'hui. Et Alexandra donc Henrion-Caude a de par ce fait donc le statut, le grade de professeur d'université, et en cela une grande professeure d'université. Et donc sur le plan scientifique, donc son niveau est incontestable, reconnu dans le monde entier. Grande scientifique, chercheuse, spécialiste de l'ARN, acide ribonucléique, généticienne, spécialiste de l'épigénétique, ce qui veut dire les facteurs environnementaux liés à la génétique, fondatrice d'un institut de recherche. Et aux États-Unis, à ce jour, c'est la seule scientifique française qui a été décorée d'une prestigieuse décoration de la fondation Eisenhower Fellowship aux États-Unis, et là c'est la seule. C'est pourquoi on peut lui faire une confiance totale et entière, et s'en remettre en effet à cette bienveillance et à son éclairage scientifique qui aujourd'hui en France certainement n'est quasiment pas égalé. Merci beaucoup Michel. Alors c'est vrai que pour nos auditeurs qui en ont peut-être entendu parler, malheureusement, je dis bien malheureusement, elle fait partie, comme la plupart des prix Nobel et des grands scientifiques qui ont osé donner leur avis pendant cette triste période que nous vivons,
malheureusement, les scientifiques sont passés au deuxième plan. On entend plus des avis politiques que scientifiques. Les scientifiques ont signé une pétition où ils étaient 60 000 à signer cette pétition. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup entendu parler et elle fait partie de ce groupement de scientifiques qui cherchent juste de façon bienveillante, et pour la connaître maintenant, on peut dire que vraiment elle le fait de façon bienveillante. Elle n'a aucun intérêt, ni d'un côté ni de l'autre, aucun intérêt financier non plus. Elle donne juste son avis en tant que scientifique. Et je pense que ça peut nous aider tous à y voir un petit peu plus clair et à prendre les bonnes décisions tant qu'il est encore temps. Alors, les avis sont nombreux. Moi, si tu permets, Dominique, je dirais qu'elle donne avant tout des faits, des éléments qui portent à réfléchir. Elle pourrait être affirmative, mais dans cette bienveillance, elle apporte des éléments. Non, plus qu'un avis, ce sont des éléments techniques, scientifiques qui ont été prouvés et validés. Dans les médias, des personnes, je dirais, souvent donnent des avis non qualifiés. Donc, Alexandra donne des éléments scientifiques certains auxquels on peut souscrire, et à ce jour, aucun scientifique de renom n'a remis en cause l'une de ces affirmations. Donc, on peut avoir une confiance totale en ces affirmations. Merci beaucoup, Michel. Oui, merci Michel de toutes ces précisions et merci aussi à Dominique. Donc justement, nous allons commencer donc notre temps de partage avec Alexandra. Et je vais faire appel tout d'abord à ses qualités du cœur, puisque Michel a souligné justement que c'était ces qualités premières qu'il habitait et qui faisaient aussi porter son raisonnement. Donc, par rapport aussi à tout le problème des fractions sociales qui se sont créées autour de cette pandémie. Et je pense qu'on en est tous plus ou moins victimes dans nos familles, mais aussi dans nos communautés. Donc, je pose tout d'abord cette question à Alexandra Henriot-Caude. Que pensez-vous des fractions sociales qui se sont créées autour de cette pandémie? Mais en fait, c'est plutôt des divisions. Alors là, encore une fois, qui sont décrites dans l'évangile de Saint Luc. On sera divisé père contre fils et fils contre père. C'est plutôt ces divisions-là qu'on a vu émerger, parce qu'au niveau social, comme vous dites, mon père, moi, ce que j'ai vu, c'est des mouvements sociaux attestant d'une union et d'un mouvement dans les différentes couches sociales de la France extraordinaire. Toutes ces manifestations qu'il y a eu pendant tout cet été et qu'il y a encore aujourd'hui, encore hier. Alors aujourd'hui, non, peut-être pas. La manifestation pour la vie, c'est un peu clonal, on va dire. Mais par exemple, la manifestation à laquelle j'étais hier, dite anti-pass, eh bien, vous avez vraiment tous les groupes sociaux, toutes les religions. Donc, on explose toutes les frontières habituelles et on se réunit dans une famille qui d'habitude ne se rencontrait pas. Donc, fracture sociale me semble particulièrement inadaptée parce qu'au contraire, j'ai envie de dire, ça a été l'occasion d'une réunion et d'une union sociale jamais vue, totalement historique, qui avait un petit peu initié les Gilets jaunes, mais qui s'est étendue comme une tache d'huile dans toutes les strates de la société. Voilà, la division, elle est pire que cela, elle est effectivement au niveau de la cellule familiale. Oui, ça c'est sûr. Et puis, même quand même l'arrivée du pass vaccinal, cette fois aussi, ne va pas arranger les choses, puisque ça ne met qu'encore plus la pression sur ceux qui ne sont pas à jour dans leur vaccin. Voilà. Alors, ça met la pression sur les deux. Et sur le fait, voilà, de dire, mais maintenant, il faut que vous preniez conscience, pourquoi vous ne faites pas votre dose, ou vous ne faites pas vacciner. Donc, et puis, on voit ces divisions, non seulement au niveau de la cellule familiale, mais partout, enfin, dans tous les domaines, au niveau aussi, même dans l'Église. Je peux le dire aussi, même dans les communautés.
ça divise aussi quand même partout. Et on sait qui est le père du mensonge et le diviseur aussi. Et là, je peux vous dire que bon, il se régale, évidemment. Mais voilà, je pense que Ne le laissons le pas Seigneur déranger. est plus puissant que tout et il suscite aussi des belles choses à côté. Et on est heureux, en tout cas, d'avoir votre témoignage par rapport à ça, parce qu'ici en Corse, bon, c'est très timide. Les réactions, voilà, peut-être un peu plus à Ajaccio, mais en tout cas, c'est très timide chez nous. Donc, on est heureux que, voilà, qu'il y ait des belles initiatives qui rassemblent largement, comme vous en avez témoigné. Ben oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que la pression, vous dites qu'elle va s'exercer sur ceux qui ne sont pas à jour. Pour moi, la pression, elle s'exerce sur 100% de la population française. C'est-à-dire que quel que soit votre statut, c'est-à-dire comprendre en d'autres termes vos nombres de doses, le nombre de doses que vous avez pris, entre 0 et 7, parce qu'il y a certains immunodéprimés qui ont pris 7 doses, eh bien, vous recevez cette pression. Lorsque vous allez prendre un café, vous recevez la pression de montrer un truc avec des petits carreaux noirs et blancs, c'est-à-dire d'être destitué de votre individualité au profit de petits carrés noirs et blancs pour attester entre guillemets, qui vous êtes. Et donc, si vous avez le droit ou non de rentrer dans le club très sélect d'un tabac pour aller prendre un café, comme on faisait dans le temps. Et donc, c'est vrai que c'est incroyable que les gens acceptent ce genre voilà, de et donc en fait, cette pression, elle est... ça va être dur de revenir en un. Voilà, donc pour moi, quand vous dites, mon père, que la pression s'exerce que sur une partie de la population, pour moi, elle s'exerce sur 100% de la population. Et donc, en fait, elle crée ce stress. Et donc, chaque personne encaissant ce stress réagit comme il peut réagir. Alors, il y a ceux qui disent « tout va très bien, Madame la Marquise ». Mais ceux-là, je vois bien, j'en ai dans ma famille et ils sont en train de souffrir parce qu'ils m'ont expliqué que tout allait très bien dès lors qu'on était à jour. Et puis en fait, ils commencent à avoir peur parce qu'en fait, ils voient des effets indésirables, des décès, des gens qui deviennent malades de façon très étonnante. Ils voient des athlètes tomber comme on n'a jamais vu quelqu'un tomber. Ils disent que c'est du Covid maintenant. Ah oui, Ils voilà. ont des myocardites à cause du Covid. Ça n'a pas arrivé pendant pratiquement 2 ans, mais là, maintenant que les gens commencent à faire le tilt, Voilà. il y a des athlètes, ils viennent de sortir, il y a 2 jeunes joueurs qui jouent en France, ou peut-être en Angleterre maintenant, Aubameyang et un autre joueur qui vient ça d'arriver. Effectivement, c'est une myocardite due au Covid. Alors, je ne dis pas que j'en sais rien, encore une fois. Déjà, ce n'est pas normal qu'on parle en permanence, encore une fois, des dossiers médicaux des gens à des exploitations, comme le monsieur Castex, même, ça a permis d'accuser son enfant. C'est du genre de choses. Moi, pour moi, c'est terrible. C'est horrible. horrible. Ah là 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 là, oui. C'est incroyable. Non, oui. C'est vrai que c'est incommodant et ça, moi, je conseille à toutes les personnes de retrouver une décence dans leur vie. Et pour moi, la décence, elle est de ne pas dire sous quel traitement ils sont, que ce soit de la vitamine C ou que ce soit un nombre de doses. Et quand les gens viennent me voir en me disant, vous savez, je suis toujours pas injectée, je sais pas quoi, je leur dis, ne me le dites pas. Pourquoi? Parce que mon regard sur vous ne change pas. Vous seriez vacciné, vous auriez pris, je sais pas moi, 7 doses, ou vous ne seriez pas vacciné, vous êtes un humain et vous vous présentez à moi comme un humain. Donc arrêtez de me dire ce que vous êtes ou que vous n'êtes pas. Et en plus, il me semble qu'il y a une mise en danger de la personne dès lors qu'elle dit qu'elle a 0 dose. Donc, il vaut mieux ne pas en parler du tout, quel que soit le nombre de doses, et revenir à ce que vous dites, Jean-Louis, ce qui me semble tellement important, cette notion de ne pas dire sous quel traitement on est. C'est le secret médical, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas même au sein d'une famille. Donc vous voyez, ça semble de la pure décence. C'est vraiment à ce niveau-là. En fait, c'est de ne pas oublier qu'on se définit comme humain
et pas comme, voilà, j'ai eu mon pédigré, mon CV. Ben non, voilà, moi je suis une femme mariée, j'ai des enfants, voilà. J'ai pas besoin de faire mon pédigré, mon CV. Voilà, il y a un moment où je trouve qu'on existe en humain. Voilà, merci beaucoup. On arrive à un terme de notre émission qui est un partage très intéressant. Dominique, juste, voilà, est-ce que tu aurais… Oui, je voulais rebondir, mais comme tu as pu voir, je laissais la parole à Alexandra et à Oui. Jean-Louis. C'était très intéressant. On aura l'occasion de se retrouver tous les deux dans d'autres émissions. Et moi, il y a un point qui me touchait beaucoup, c'était sur la dignité liée au travail. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent, donc bon, ils savent qu'on fait l'émission. Ils comptent un petit peu sur nous pour les aider dans leurs réflexions. Et j'ai Martine, mon père, tu dois te souvenir, qui avait été venu témoigner, qui avait son frère qui avait été agressé, il était intervenu, puis finalement lui, il était à l'hôpital et il nous disait qu'il était heureux d'être intervenu pour son frère. Et donc lui, depuis, il travaille à la Croix-Rouge et il m'a appelé encore la semaine dernière, il me dit, là, je dois faire ma 4e injection et j'en peux plus, j'ai l'impression de me tuer au quotidien. Et c'est les gens que je soigne à la Croix-Rouge qui m'ont dit, mais s'il te plaît, fais-les, on a besoin de toi. Tu peux pas perdre ton travail. Si on te perd, nous, on perd tout. On a besoin de toi. On a des liens autres que ton travail à la Croix-Rouge. Et il était dépité et il m'appelait moi pour me dire, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je veux pas en arriver là. Je veux pas arriver à ma 4e dose. Déjà, j'y croyais pas. J'ai tout fait ça pour garder mon travail. Aujourd'hui, je peux pas m'imaginer sans travail. Il est déjà resté plusieurs mois sans travail parce qu'il voulait pas y passer, comme il dit lui. J'en ai marre d'y passer. Et là, il est complètement déchiré, mais complètement. Et moi, je sais pas quoi lui dire. Et si Alors ce n'est là, moi, je vais faire du Madame Michu, mais c'est vrai que quand vous avez eu le cas plusieurs fois, vous prenez plus le risque. Je parle sous le contrôle de Jean-Louis. Nous n'avons jamais vu de l'histoire de la médecine un médicament assorti à autant de décès. Donc, dès lors, on sait qu'il y a une chance, petite, Dieu merci, mais une petite chance que l'injection conduise au décès de la personne. Dans ces conditions-là, je pense que le discernement veut que on se dise, on est un petit peu à nouveau sur si on revient au texte de la Bible, le Deutéronome, où je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, et on n'a pas parlé des problèmes de règles des femmes et de lourdeur testiculaire des garçons, qu'importe, et pour que toi et ta postérité, vous viviez. Et donc, effectivement, dès lors qu'on sait qu'il y a un produit qui risque de conduire à la mort, eh bien, notre discernement veut qu'on ne prenne pas ce risque-là. Et j'ai eu différents cas, il y en a un qui m'a vraiment beaucoup touchée, un jeune père de 32 ans qui avait déjà un enfant, qui venait d'avoir un petit bébé de 10 jours qui était né et qui, pour ne pas perdre son travail, s'est fait injecter. À défaut de ne pas perdre son travail, il a perdu la vie. Donc, pour moi, c'est vrai que alors ça c'est un exemple, j'en ai eu d'autres autour de moi. Quand on vit ce genre d'exemple, même s'ils sont minoritaires, et Dieu merci, ils le sont, on peut plus être neutre. On peut plus dire à la personne, c'est vrai, tu as raison, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ton cas? Maintenant, on peut juste lui dire, écoute, choisis la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez. Je crois qu'on en sait suffisamment pour ne plus prendre de risques. Voilà. J'aimerais bien partager avec vous Saint Jean-Paul II. Oui, tout à fait. On peut conclure par ça alors. Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même
comme toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les tentatives de contrainte psychique, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie infrahumaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable, toutes ces pratiques et d'autres analogues sont en vérité infâmes. Tandis qu'elles corrompent la civilisation, elles déshonorent ceux qui s'y livrent, plus encore que ceux qui les subissent, et elles insultent gravement à l'honneur du Créateur. Saint Jean-Paul II, Évangile de la vie. Amen. Merci. Merci Alexandra, merci pour cette belle citation de notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Et voilà, je terminerai simplement en disant, en souhaitant à chacun d'entre nous, choisissons la vie et la vie avant tout. Alexandra disait un témoignage qui était très émouvant et moi j'ai Michel aussi qui est très émouvant, qui habite à Bastia. Il s'entendra sûrement. J'ai fait exactement ce que Alexandra nous préconisait de faire. Je lui dis privilégie la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, il est au chômage. Il a 10 enfants et il est menacé on lui a supprimé ses droits. Il n'est toujours pas vacciné et on vient de faire une collecte en ligne et on va essayer de l'aider. Mais il en est là et c'est dramatique. Et Michel, puis je sais que tu nous écoutes. Mon père, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à tous ceux qui sont dans cette souffrance? Parce qu'il y en a tellement qui sont exactement dans ce cas, vous voyez, qui perdent leur travail, qui ont charge d'enfants. Il me vient la citation justement du Christ qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et donc, voilà, le Seigneur sera récompensé aussi le sacrifice de toutes ces personnes. Et je suis sûr que quelque part, le Seigneur ne les abandonne pas. Et le Seigneur vient à nous de tant de manières et surtout aussi en suscitant la charité autour de nous, l'aide de la providence, l'aide de personnes aussi qui sont à côté de nous et tout ça. Et donc, je suis sûr qu'ils ont aussi beaucoup de manifestations, même de soutien de personnes autour d'eux, comme tu le fais aussi, Dominique. Mais voilà, parce que je suis sûr que le Seigneur n'abandonne pas les siens, quoi qu'il en soit, de toute façon. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et quelque part, pour moi, ça rejoint le fait de donner sa vie aussi. Voilà. Et donc, je pense que voilà, il faut prendre sa croix, comme on dit, et on traverse quelque chose de très difficile. Mais le Seigneur est là, le Seigneur est présent et il œuvre pas à la manière du monde, mais il est vraiment aussi à l'œuvre dans les cœurs. Et donc, je suis sûr que de toute façon, voilà, le bien, la vérité, l'amour finit toujours par triompher. Donc, pas de découragement. Michel, il faut qu'il se... Moi, je vais le mettre dans ma prière sous la protection de la Vierge Marie, parce que moi, je pense que dès qu'on a un gros problème, on va voir Marie, on va pleurnicher dans ses bras, ça marche pas mal. Donc, c'est la prière de Saint Bernard. On n'a jamais vu qu'aucun de ceux qui ont eu recours à elle n'ait été abandonné. Donc, je pense que Michel doit s'accrocher à Marie. Tout à fait. Et nous le confions, parce que dans ces cas-là, vous n'avez plus de force. Donc, c'est à nous de porter la croix les uns envers les autres. C'est le fameux Simon de Cyrène qui porte la croix c'est ça, hein? C'est ça, c'est la force de la communion et de la communauté chrétienne.
Donc ouais, c'est à nous d'être très solidaires. Et si l'Église pouvait jouer son rôle pleinement, jamais elle a été autant sollicitée là. Et il faut qu'elle retrouve l'aspect des pierres vivantes et d'un réseau qui puisse, vers qui on puisse se tourner. Les premiers martyrs, hein. On disait, voyez comme ils s'aiment, enfin, dans la première communauté chrétienne, mais même au sein de la communauté chrétienne persécutée, la force, c'était vraiment l'union, la communion. Et donc, ça, c'est ce qu'on doit aussi, comme nous, comme chrétiens, la première des choses qu'on doit retrouver, ou qu'on doit intensifier, en tout cas. Merci à vous tous. Et puis, donc, nous retrouverons donc, prochainement aussi pour une prochaine émission avec Dominique et d'autres invités. J'espère être d'autres fois en émission, y compris avec Jean-Louis. Merci beaucoup Alexandra. Merci Jean-Louis. Merci mon père. Merci mon père. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci à tous nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, on fera peut-être une autre émission parce qu'on est vraiment... Je pense qu'on va aider beaucoup d'auditeurs. Bonne soirée. L'émission La vie avant tout vous a été présentée par Dominique Wachalde en compagnie du Père François Dominique.